crois qu'on se souviendra du millésime 2023 comme étant le meilleur des millésimes en fait pour investir. Donc avec des opportunités juste incroyables. Aujourd'hui, une SCPI européenne diversifiée, c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui parce que je sais que c'est là où je vais pouvoir aller créer de la valeur. L'absolue nécessité d'avoir un délai d'investissement le plus court possible. Donc nous, on investit un peu moins de 2,5 mois en ayant un délai jouissance qui est à 3 mois. Donc on fait tous nos meilleurs efforts pour battre ce délai de jouissance. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois 23% de performance avec 3 SCPI. Merci à Yann, Nicolas et Pierre-Antoine de m'avoir rejoint aujourd'hui pour parler du top 3. Vous êtes la crème de la crème, vous êtes les meilleurs SCPI de 2023 en taux de distribution. Et alors pour commencer, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter rapidement? Yann? Alors moi je suis Yann Vitcock, je suis le directeur général d'Arc ARM. Arc ARM, c'est une jeune société de gestion qui a 2 ans. On a lancé une SCPI qui a 1 an maintenant qui s'appelle Transition Europe. Qui investit à 100% hors de France sur des mobiliers diversifiés et qui a fait 8,16 de performance l'année dernière. Super. Nicolas Kerr, donc je suis président de Remake Asset Management, qui est une jeune société de gestion indépendante qui a lancé donc Remake Live, une SCPI en 2022. Donc 2 ans de track record sur cette SCPI qui est diversifiée tant sectoriellement que géographiquement. On aura l'occasion d'en reparler avec une thématique foncière supplémentaire et on a fait un taux de distribution l'année dernière de 7,79%. Excellent. Pierre-Antoine? Et donc Pierre-Antoine Burgala, je suis directeur général adjoint d'Iroko, qui propose Iroko Zen, qui est la plus ancienne des SCPI ici dans la salle, puisqu'elle a 3 ans de track record et c'est sa 3e année consécutive à plus de 7%, puisqu'elle a distribué 7,12%. Elle partage avec ses consoeurs l'investissement à l'étranger, puisqu'elle est essentiellement pan-européenne et elle investit également sur tout type de secteur dès lors que c'est du secteur professionnel. Donc 3 SCPI opportunistes ou diversifiées et européennes. Alors Yann, peut-être sur Transition Europe, c'est peut-être la SCPI que les gens connaissent le moins, puisque tu es la plus récente. Tu fais une entrée fracassante dans le classement à la position numéro 1. 8-16%, tu viens de nous l'indiquer. Finalement, comment avez-vous fait pour générer une telle performance? En fait, c'est essentiellement l'opportunité du timing de lancement qui fait qu'on a acheté tous nos actifs l'année dernière par définition. Et donc à un moment où le marché était en crise, parce qu'on peut parler de crise IMO, je pense qu'il ne faut pas se cacher, il y a une crise immobilière. Et c'est vrai que pour les nouveaux entrants, ça permet de constituer un portefeuille à des taux intéressants. Et on voit en plus l'évolution continue, c'est-à-dire que sur le début jusqu'au 3T, on était sur des taux moyens d'acquisition qui étaient autour de 6,75 pour la SCPI. Et puis là, sur toutes nos exclus et ce qu'on signe aujourd'hui, on est plutôt au-delà de 7,5, 7,60 de taux moyen d'acquisition. Et donc, il y a une vraie opportunité. Donc ça, conjugué au fait qu'on a collecté, parce que c'est ça important aussi, je pense qu'il faut rappeler, c'est que sans collecte, on ne fait rien. Et c'est vrai que pour un premier lancement, on a fini l'année à 110 millions de collectes. Voilà, aujourd'hui, on collecte une quinzaine de millions d'euros par mois. Et donc, ça nous permet de déployer et d'aller chercher, parce que effectivement, il n'y a pas que les opportunités de marché, il faut pouvoir les acheter. Et donc, ça, plus le délai de jouissance, on a fait un petit paragraphe dans notre reporting du 3T pour expliquer justement. Mais vous achetez à 6,5, 7 moyens, pourquoi vous délivrez du 8,16? Parce qu'effectivement, il y a ce délai de jouissance de 5 mois sur une jeune SCPI, ça a un impact. Ouais, on va y revenir justement pour bien expliquer, parce que c'est pas nécessairement bien compris par tout le monde, mais il y a en fait un aspect assez relutif, ou en tout cas de boost de performance sur le délai de jouissance. Peut-être une petite question pour la gratter, vous aviez aussi des parts sponsors en début d'année 2023. Finalement, quel a été l'impact de ces parts sponsors sur la collecte, mais aussi sur la performance? C'est un booster. Après, il n'est pas si important que ça parce qu'encore une fois, on a bien collecté sur le reste de l'année. Donc, on a fait 20 millions par sponsor sur une collecte annuelle de 110 millions. Donc, voilà, ça fait un peu en dessous de 20%. Il sert essentiellement. Ça nous a permis d'acheter nos premiers deals, donc avoir tout de suite du rendement. Et c'est ça qui est important. Capter du loyer dès le démarrage de la SCPI, c'est important quand on lance le véhicule. Donc important pour se faire connaître aussi, tout simplement. On était une jeune société de gestion, une jeune SCPI, donc ça permet de se faire connaître, de développer son réseau de distribution. Mais c'est pas ça qui a été l'essentiel dans l'année. L'essentiel dans l'année, c'est l'adéquation collecte-investissement. On a déployé l'argent collecté en 2 mois, alors que le délai de jouissance est de 5 mois. Et en plus, il faut rappeler qu'on a changé de paradigme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du cash qui est rémunéré. Et donc, même si on n'achète pas, c'est-à-dire que pendant ces 5 mois de délai de jouissance, on va toucher aujourd'hui notre cash qui est rémunéré entre 3,80 et 4. Si
suivant là où on le place, mais sur des comptes, on va dire, à terme. Et donc, voilà, ça, c'est intéressant. Ça permet de rémunérer et de générer de la perf également, en fait. Ok. Et juste sur l'aspect pur du TD, du coup, vous avez calculé, j'imagine, la performance basée sur le prix par sponsor. Ouais, exactement. Alors, on essaie d'être complètement transparent, donc on a mis tout dans le reporting. C'est-à-dire dans le reporting, vous trouvez le taux ASPIM, parce que c'est celui sur lequel tout le monde communique. Tu peux nous rappeler peut-être le taux ASPIM, c'est... Le taux ASPIM, donc les dernières définitions qui datent d'il y a 2 ans maintenant, je crois, quelque chose comme ça, c'est ce qu'on a distribué sur l'année, effectivement, divisé par le prix par au 1er janvier. Et donc, notre prix par au 1er janvier était de 190, d'où celui de 16. Si on prend le prix de part actuel qui est de 200 €, ça fait 7,75, qui reste toujours très élevé. Et voilà. Et après, on parlera, et il y a en plus les taux de distribution net de fiscalité étrangère, parce que là, c'est brut de fiscalité étrangère, et donc forcément, on réintègre l'IS payé à l'étranger pour pouvoir se comparer à une SCPI française. Super. Écoute, hyper clair. Peut-être Pierre-Antoine, Iroko, donc on a dit 3e année à plus de 7%, une collecte, je crois, de 254 millions, plus 70% de collecte. Énorme collecte, finalement. Est-ce que, on pourrait se poser la question, est-ce que vous arrivez à déployer? Est-ce que vous devez baisser la qualité de ce que vous achetez? Comment ça se passe pour vous? Alors, je vais rejoindre ce que dit Yann. Effectivement, on est dans une année, plutôt dans un contexte très particulier qui fait la part belle aux jeunes SCPI et qui collectent fort. Collecter fort aujourd'hui, c'est une vraie force et ça nous permet justement d'améliorer la performance. Il faut savoir que donc Iroko Zen a commencé en novembre 2020. Elle a fait une première performance en 2021 à 7,10. En 2022, on était redescendu à 7,04 parce qu'il y a un peu plus d'inertie. Vous commencez à avoir un véhicule un peu plus gros. Et finalement, en 2023, c'est notre meilleure performance depuis nos débuts. Pourquoi? Parce que on peut acheter effectivement des actifs présentant des ratios risque-rendement absolument inédits et qui nous permettent d'embarquer de meilleurs rendements à long terme avec des qualités de locataires absolument inédites. Donc, la collecte aujourd'hui est un booster de performance long terme pour nos véhicules et Iroko en fait partie, Iroko Zen en fait partie. Donc, pour servir ça, comment on fait pour effectivement absorber ces 250 millions d'euros de collecte? Et j'aimerais en avoir davantage. Et d'ailleurs, accessoirement, on a doublé la capitalisation, ce qui fait plutôt 40% de plus par rapport à ce qu'on avait auparavant. Mais on a chez Iroko une douzaine de personnes dédiées à l'investissement qui nous permettent justement d'absorber cette collecte. Et je rejoins ce que disait Yann sur l'absolue nécessité d'avoir un délai d'investissement le plus court possible. Donc nous, on investit à un peu moins de 2,5 mois, bravo pour les 2 mois, en ayant un délai de jouissance qui est à 3 mois. Donc on fait tous nos meilleurs efforts pour battre ce délai de jouissance, et ce qui donc va au service de la performance. Aujourd'hui, quand on collecte cet argent, et on collecte entre 20 et 30 millions d'euros par mois, ça nous permet d'investir effectivement sur de la matière immobilière, suivant les pays, suivant les secteurs d'activité qui ne réagissent pas de la même manière à la crise actuelle immobilière. On peut effectivement embarquer du rendement à 7, 7,5, voire 8% en fonction des secteurs d'activité. Donc 7,04, 7,12, l'année prochaine 7,20? On a, par prudence, non, il ne faut pas dire ça, on a communiqué effectivement sur un rendement non garanti cible entre 6,75 et 7,5%. Il est évident qu'aujourd'hui, quand je prends ce qu'on a dans le pipe en promesse, par exemple, sur 120 millions d'euros embarqués sur 2024, on a un rendement à plus de 8%. On peut espérer avoir une jolie performance pour 2024. Ok, super, merci beaucoup. Nicolas, toi, tu es un peu dans la même situation. Vous avez également augmenté votre taux de distribution entre 2022 et 2023. Alors, peut-être, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de votre année en particulier? Même cause, mêmes effets, effectivement. Donc, on a collecté 270 millions d'euros l'année dernière par rapport à une capitalisation de 118 millions en 2022. Le portefeuille fin 2023 ne ressemblait pas du tout à celui de fin 2022. D'ailleurs, à date, 75% du patrimoine a été acheté dans le millésime 2023 et 25% dans le millésime 2022. Je crois qu'on se souviendra du millésime 2023, on verra pour 2024. Donc là, 2023 comme étant le meilleur des millésimes en fait, pour investir. Donc avec des opportunités juste incroyables, peut-être des taux de rendement aussi élevés, mais en face de nous, très peu d'investisseurs en concurrence. Et donc c'est nous qui définissons les prix auxquels le vendeur en fait, est obligé de vendre, parce qu'il y a des fire sales, il y a des ventes forcées. Peut-être pas trop en France, mais beaucoup à l'étranger. Et donc finalement, la construction de nos performances, c'était effectivement d'aller là où la performance se trouve. Les cycles de marché sont tous différents d'un pays à l'autre. On sait qu'en France et en Allemagne, il y a beaucoup plus de viscosité à transmettre la hausse des taux dans les valorisations immobilières. Ça y est, c'est maintenant. Les valos, elles sont passées en France, les prix ont dévissé, donc ça va créer des opportunités. En revanche, ça fait très longtemps qu'en Irlande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou même en Espagne sur certains segments, les opportunités sont là, c'est-à-dire les baisses de prix sont là et donc les taux de rendement sont très importants.
Moi, la petite différence que j'ajouterais en fait dans notre secret sauce, c'est de dire on aime le foncier, on aime l'approche foncière en fait chez Rimex, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par l'approche foncière et on finit par le bail. Entre les deux, il y a l'immeuble. Et l'immeuble, derrière, il a des problématiques évidemment environnementales, d'où le label ISR, etc. Mais on commence par le foncier, ce qui fait qu'on achète surtout, même très majoritairement, voire même que des immeubles en pleine propriété, et plutôt des immeubles de grande taille pour pouvoir maîtriser en fait notre actif. Et donc on a voulu en fait, on a arbitré une partie en fait du rendement facial contre la pleine propriété et pouvoir finalement rentrer de nouveau dans des marchés dans lesquels nous ne pouvions pas aller. On a investi en plein cœur de la City très récemment en fin d'année. Enfin, je pense qu'il y a un an, jamais on aurait pu acheter dans ces conditions. À plus de 7% en plus d'accent mince, ça. Plus de 7%, un bail long, enfin tout va bien, quoi. Des niveaux de valorisation, moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce métier-là, j'ai jamais connu des niveaux de valorisation aussi bas. Donc fatalement, des niveaux de rendement très élevés pour une qualité d'actif très bonne. Donc le millésime 2023, évidemment, est excellent à l'investissement. Et alors en plus, vous avez la particularité d'avoir réalisé une augmentation de votre prix de part de 2%. C'était relativement osé, en tout cas on aurait pu penser que c'était assez osé, dans un moment où finalement vos consoeurs SCPI étaient, en tout cas pour certaines d'entre elles, plutôt à dévaloriser leur prix de part. Pourquoi ce choix? Est-ce que finalement ça vous met à risque ou pas? Alors en fait, il faut comprendre une chose, c'est que la valeur de part d'une SCPI est fondée sur sa valeur de reconstitution, qui est calculée une fois par an, au 31 décembre, présentée en AG plusieurs mois après, et donc c'est ce point-là qui permet de faire un pivot à la main de la société de gestion de plus ou moins 10%. Quand on a acheté notre patrimoine en 2022, l'expert immobilier est passé expertiser le patrimoine et il a fait ressortir en fait une hausse de valorisation d'à peu près 4%, un petit peu moins de 4%. Donc du coup, une valeur de reconstitution qui était à 207, si j'arrondis, pardonnez-moi les arrondis. Et donc on arrivait au 31 décembre 2022 avec une valeur de reconstitution de 7 € supérieure au prix de souscription. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on émet du papier, quand on vend des parts de SCPI, à un prix inférieur à sa valeur de reconstitution, en fait, on fait un cadeau aux nouveaux entrants et on dilue les associés existants. C'est-à-dire qu'on, finalement, c'est pas très fair-play, je dirais. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si j'émets du papier moins cher que ma valeur de reconstitution, en fait, je pique dans la poche des associés existants pour donner en fait à ceux qui entrent. La société de gestion a tout le droit, tous les droits là-dessus. Elle choisit en fait sa politique commerciale. Dans cette bande des plus moins 10%. Exactement. Donc on aurait très bien pu faire plus 3,5 en fait sur la valorisation parce que nous pensons que il ne faut pas privilégier ni les associés entrants ni les associés sortants. Simplement, on avait quand même vu ce mouvement de marché avec des valorisations qui ont commencé à baisser parce qu'on n'achetait pas cher, donc on se doute bien aussi que sur notre patrimoine ça aurait pu jouer. Bien nous en a pris puisque à augmenter le prix de 2%. Ça nous a amené au 31/12/2023, là, à une valeur de reconstitution qui a une encablure du prix de souscription, 203,83 €, je crois. Donc aujourd'hui, entre mai 2022, date à laquelle on augmente le prix, et 2023 et 31/12/2023, en fait, on a fait souscrire les gens finalement à la valeur de reconstitution de fin d'année. Donc ce sont des conditions qui ne sont pas dilutives ni relatives, ce sont des conditions qui nous semblent équilibrées. Voilà. Il y a une toute petite pointe, à mon avis, de courage à faire ça, parce que quand vous augmentez votre prix, évidemment, l'année d'après, quand vous avez un prix plus élevé, le TD baisse. Donc du coup, c'est plus d'efforts à faire commercialement, je dirais. On l'a fait, on l'a assumé, ça ne rentrait pas dans les paramètres en fait, de choix, mais on a préféré quand même augmenter ce prix pour être fair vis-à-vis des existants et des entrants. Je me permets juste de rebondir là-dessus. Alors je pense, Yann, que pour vous, c'est peut-être encore un peu tôt vu que vous venez de vous lancer. Je pense à toi, Pierre-Antoine, vous n'avez jamais revalorisé pour l'instant le prix de la part d'Iroko. Pourtant, votre valeur de reconstitution est en augmentation quasi constante. Je crois qu'elle l'a été tous les ans depuis le début. Oui, tout à fait. C'est quoi votre politique par rapport à ça? Alors, autant on a cette... je rejoins très volontiers Nicolas sur le fait de servir les premiers associés pour les remercier de leur confiance, notamment sur le taux de distribution, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une politique de report à nouveau très franche. Autant sur la valeur, on a fait le choix l'an dernier de garder un peu prudence compte tenu de la remontée des taux à partir de juillet 2022. Ça ne veut pas dire qu'on a fait le bon choix, on a fait un choix différent. Effectivement, notre valeur de reconstitution a progressé entre le 31/12/2022, qui était à 207,64 €, et au 31/12/2023, elle est 209,43 €. Quasiment 5% au-dessus. Voilà, on est en sous-cote à peu près de 5% par rapport au prix de la part qui est à 200 €. Effectivement, si d'ordinaire on sent que le contexte économique s'assagit et s'assouplit, il n'y a pas de raison qu'on ne suive pas la même politique que Remake, puisqu'elle est saine vis-à-vis des associés historiques. Mais pour l'instant, on a préféré jouer la prudence. Ouais. Ok, et Yann, toi tu as déjà ta valeur de reconstitution au 31/12/2023 ou pas encore? Oui, bien sûr, j'ai plus le chiffre en tête, on est à plus de 200 €,
201, 202 euros. D'accord, donc vous êtes en ligne avec en ligne. effectivement. Et on est une jeune SCPI, donc il suffit de faire une acquisition pour que ça bouge rapidement en fonction de l'expertise. Après, on a mis en place quelque chose de sain, c'est qu'on fait faire une expertise avant l'acquisition. Et qu'il y a notamment 2 deals sur lesquels on n'est pas allé parce qu'on ne matchait pas avec la valeur d'expertise. Et donc ça permet d'être prudent sur la valeur de reconstitution. Par les mêmes du coup experts que tu fais venir pour bien sûr. Sur les experts, c'est juste qu'on le fait faire avant l'acquisition, avant quand on est en phase de due deal en fait. Et donc si ça nous convient pas, on va renégocier avec le vendeur en disant on est désolé, il faut qu'on baisse le prix. Ce qui est vrai qu'aujourd'hui, alors là où je rejoins un peu, je sentais ce que disait Nicolas tout à l'heure, qui disait que c'était proche de la fin. C'est vrai que ces derniers mois, on voit il y a un peu plus de monde sur les appels d'offres, il y a un peu moins de latitude sur ce qu'on est capable de faire. On a encore des très beaux prix, je vous disais, nous on est encore sur des taux moyens d'acquisition au-delà de 7,5%, donc c'est encore très beau. Mais on sent que ça faiblit, surtout dans certains pays qui ont bougé plus vite, forcément. Mais c'est ça aussi l'avantage d'une SCPI diversifiée, c'est que ça nous permet, si un pays se retourne plus vite et les valeurs augmentent plus vite, on restera sur d'autres géographies. Ouais, et si je puis me permettre justement par rapport à ce que dit Yann et comment on partage tous cette thèse d'investissement, je pense que la crise du Covid avait prouvé ça, mais la crise actuelle démontre plus que jamais que être justement sans dogme, hyper opportuniste sur toute classe d'actifs, c'est peut-être la bonne attitude sur une SCPI et ça nous permet justement de profiter des petits coups de fusil qu'on peut faire sur différentes thématiques à différents moments. Et clairement aujourd'hui en bureau, il y a un énorme bureau bashing. Nous on estime qu'il y a quelques mêmes anomalies sur le bureau qui sont assez considérables et contre-intuitivement on s'y positionne. Et ça nous permet, tu parlais d'une de tes acquisitions récentes, on s'est positionné à Lyon. On n'aurait jamais pensé sur Hirokozen aller en plein cœur de Lyon sur du bureau quand on l'a lancé en 2020. On s'est positionné sur un actif dans le carré de soie à 7,30 de rendement quand il était proposé à 5,50 initialement. Voilà, ce sont ce genre d'opportunités qui nous permettent d'être faits seulement si vous êtes opportuniste et que vous allez sur tout type de thématique. Tu es en train de condamner les SCPI thématiques alors Écoute, je pense que d'un point de vue, blague à part, mais d'un point de vue commercial, c'est peut-être plus simple effectivement d'avoir une saveur très identifiée. Néanmoins, effectivement, être enfermé dans une classe d'actifs aussi pertinente soit-elle à court terme, c'est prendre le risque qu'elle ne le soit plus à long terme. Or, la SCPI est par définition un véhicule de détention long terme. Il faut savoir que la durée de détention d'une SCPI, c'est plus de 20 ans. Alors peut-être que ça va évoluer avec ce qui s'est passé malheureusement depuis l'été dernier, mais c'est plus de 20 ans. Et si on enlève ces véhicules qui ont un peu souffert, il n'y a pas de raison que ça ne reste pas un produit de transmission et qu'il soit un produit familial en fait. Peut-être rappeler une statistique sur le marché de l'investissement en Europe, c'est entre 250 et 300 milliards d'euros par an qui se transactent. Je ne parle pas du logement, que de l'immobilier entreprise. L'année dernière, ce n'est que 166 milliards d'euros. Donc vous imaginez que si vous lancez une SCPI qui est très thématisée, aujourd'hui, qui plus est dans une géographie spécifique, vous êtes dans une niche, quoi. Et là c'est l'enfer, parce qu'on n'arrive pas à placer la collecte et on est dans une situation inflationniste. C'est-à-dire que mon action dans le marché va créer des prix plus élevés. Ou alors, dans le pire des cas, je n'investis pas, du coup je dilue, la perf n'est pas là, les clients sont surpris. Et là, c'est le début des embêtements. Et alors là, on est en train de parler effectivement thématique versus opportuniste. On avait fait un webinaire de classement des SCPI 2023. Ça se voyait en fait dans les stats. Les SCPI opportunistes avaient pu augmenter leur TD moyen, là où certaines, notamment thématiques, le voyaient au contraire baisser. Mais il n'y a pas que finalement les typologies d'actifs. Il y a aussi l'Europe. Vous êtes tous les trois des SCPI pan-européennes. Alors uniquement hors de France pour toi. Pour vous, il y a un mix France-Europe. Dans quelle mesure, d'après vous, ça participe au succès d'une SCPI aujourd'hui d'être pan-européen? Pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est une demande des clients. En fait. Il y a un vrai. Nous, notre taux de distribution net de fiscalité étrangère, c'est 54. D'accord. Peut-être juste, je me permets de rappeler pour les auditeurs, en fait, le taux de distribution, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est calculé brut de fiscalité étrangère, mais en fait, vous avez un prélèvement à la source parce dans le pays. Parce que la SCPI va payer l'IS à l'étranger, l'impôt sur les sociétés à l'étranger. La SCPI, en France, est un véhicule particulier et donc les détenteurs sont imposés au revenu foncier. Dans les pays étrangers, la SCPI est un véhicule comme un autre et donc elle doit payer son impôt sur les sociétés. Mais ça vient pour un avantage fiscal, du coup, pour les investisseurs en France. Exactement. Alors, il y a un peu de complexité, donc on ne va pas revenir dans le détail parce que ça peut être un crédit d'impôt, ça va, voilà. Mais globalement, sur une SCPI 100% hors France, 6,54, c'est quasiment du net fiscal. C'est pas exactement vrai, ça va dépendre, voilà. Mais grosso modo, c'est proche du net fiscal.
Et donc, forcément, c'est très intéressant pour les porteurs de parts. Et puis, c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure. Il y a un horizon d'investissement, un univers d'investissement qui est complètement, qui est beaucoup plus large et qui va permettre, on l'a vu pendant le Covid, chaque marché réagit différemment, chaque pays a ses propres, je dirais, champions, et donc ça permet aux gérants de vraiment aller sélectionner les meilleures opportunités dans chaque pays. C'est les marchés, j'ai pas les chiffres, je sais pas si vous avez les chiffres de l'investissement l'année dernière en France. À peine plus de 20 milliards. Voilà, c'est même moins, je crois. Même moins de 20 milliards, on était à 30, pas loin de 30 c'est milliards. ça, et donc c'est très faible. Et donc si on devait investir que sur la France, on serait gêné. Et puis, parce que le marché français a acheté moins vite. Il y a toutes ces raisons qui font qu'aujourd'hui, pour moi, une SCPI européenne... Après, une SCPI française, voilà, ça peut avoir du sens d'investir en France, là, justement, parce que le marché est en train de shifter et que en France, on voit à nouveau, ça a été bloqué pendant très longtemps, on voit les valeurs qui, enfin, ont baissé. Et donc voilà, c'est une question d'opportunité. Et alors, je suis d'accord avec toi, ce serait intéressant de lancer une thématique purement France aujourd'hui parce que les valorisations vont baisser, donc il va y avoir des opportunités l'année prochaine. En tout cas, nous, c'est notre conviction. Mais dans le futur, c'est pas problématique. Sauf que dans ce cas-là, tu fais un fonds fermé, c'est-à-dire que tu lèves des sous, tu vends la thématique, tu dis écoutez les amis, on va faire un pari sur l'année 2024 France, on met 100 millions dedans, on investit, on ferme et on regarde la perf. Dans un fonds ouvert, en fait, un fonds qui dure 99 ans... Tu ne veux pas te limiter. Et on ne peut pas se limiter parce qu'on va s'exposer à un marché qui pourrait se gameler. Et on n'a pas envie de ça. Mais ce qui est important, c'est ce que vient de dire Nicolas, c'est quand on lance une SCPI, on la lance pour 99 ans. Il faut avoir ça en tête. Ouais. C'est pour ça, nous aujourd'hui, on est 100% hors France et à moyen terme, on ne fera pas de France. Mais on a mis dans nos statuts qu'on pouvait faire 20% de France. Parce que ça me semble incongru de se dire que non, on ferme complètement tout. On ne sait pas de quoi le marché. Et surtout, voilà, c'est la discussion tout à l'heure sur les augmentations de prix de part, elle est aussi liée à la situation. L'exercice de prévision aujourd'hui, il faut être très humble quand même. La situation géopolitique, elle est très compliquée. Le moindre événement géopolitique peut avoir un impact fort sur toute l'économie et donc sur l'immobilier. Donc il faut vraiment avoir ça en tête et être raisonnable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une SCPI européenne diversifiée, ça semble être ce qui est plus intéressant. Enfin, moi, en tant que gérant de véhicule, c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui parce que je sais que c'est là où je vais pouvoir aller créer de la valeur pour les porteurs de parts. Et alors, l'année dernière, quels pays étaient les meilleurs, Pierre-Antoine, peut-être pour commencer En tout cas, de ton prisme à toi, et puis ensuite, on entendra les autres. Alors, l'année dernière, les meilleurs, c'est dur. Hein. L'année dernière, le marché irlandais a quand même montré quelques bonnes opportunités. Après, c'est un petit marché, hein, puisqu'on parlait de profondeur de marché. Ça reste un marché de mémoire qui a dû faire 1,5 milliard de transactions, ce qui est quand même assez faible, en sachant que les SCPI ont été très contributeurs de cette performance. Nous, on a fait j'allais dire petit coup de fusil, mais plutôt un gros coup de fusil sur un actif en Allemagne. On était très peu présents malgré nous en Allemagne, puisqu'on n'avait que 3% d'exposition, parce qu'on n'arrivait pas à trouver des rendements concordants avec notre objectif de taux de distribution. Et l'année dernière, on a pu faire l'acquisition d'un actif loué à Ségula avec un 20 ans ferme et un 7% attaché à Francfort. Donc c'était pour nous inédit. Donc il y a des opportunités un peu à droite à gauche à les capter. Bizarrement, l'Espagne n'a pas trop bougé. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent mes confrères. Je suis assez d'accord avec Nicolas, c'est qu'au final, la France, déjà en toute fin d'année, commençait à donner quelques signes de bonnes opportunités. Et 2024, clairement, même si on a toujours en tête d'avoir une bonne proportion à l'étranger, il y aura quand même quelques belles opportunités à faire en France. Donc, non, il faut être alerte sur tous les marchés. Après, on a une particularité, nous, c'est qu'on est très granulaire. Sur les 500 millions d'euros de capitalisation de la SCPI, aujourd'hui, on a un peu plus de 95 actifs en portefeuille. Donc des bonnes opportunités, j'ai envie de dire qu'on en attrape un peu tout le temps compte tenu de la taille d'actifs que l'on vise. Le 50 millions d'euros Ségula en Allemagne, il est déconnecté de notre réalité historique puisqu'on a une taille d'actifs moyenne d'à peu près 6 millions d'euros sur Hirokozen. Et qui sont nos vendeurs? C'est plutôt des investisseurs privés fortunés, des petites foncières. Et donc en étant une SCPI qui collecte entre 25 et 30 millions d'euros sans conditions suspensives de crédit, on peut être agressive un peu dans toute période. Okay. Je crois que c'est une des leçons on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que c'est une des leçons de la crise des SCPI actuelles, la granularité en fait. Les SCPI historiques qui ont résisté, c'est les SCPI granulaires.
celles qui se sont exposées sur des très gros immeubles de bureaux notamment, des très gros actifs, et là on parle plus de 100 millions d'euros, c'est celles qui souffrent aujourd'hui, parce que c'est ces actifs-là sur lesquels il y a une vraie crise de liquidité, il y a une vraie crise d'usage. Si on parle de bureaux, voilà, sur les très grandes, si je prends une tour à la Défense, si je prends un campus, ce genre de choses. Et donc, ma conviction, elle est aussi sur cette granularité. Aujourd'hui, regardez, le cœur de ce qu'on regarde, nous, il est entre 5 et 30 millions d'euros, parce que c'est... Voilà, après, on ne dit pas qu'de temps en temps, voilà, sur une belle opportunité. Encore une fois, il ne faut pas avoir de lire. Il faut se laisser la possibilité de saisir des opportunités. Mais je pense que cette granularité elle est importante. On la voit au-delà d'une trentaine de millions d'euros, en fait, qui on a en face de nous. On a une concurrence qui est nulle, donc on pourra acheter des très gros actifs. Mais lorsqu'on est vendeur, par contre, les privés sont plus là, c'est trop gros. Donc on se retrouve avec quelques fonds qui ont l'opportunité, mais c'est extrêmement rare. Donc la liquidité, c'est un vrai sujet. La granularité, moi je ne suis pas super fan, parce qu'avoir 200 immeubles, par exemple, ça n'apporte plus grand-chose dans la gestion du risque, mais c'est plutôt la taille unitaire des actifs qui est vraiment importante. Pour revenir sur ce que tu disais, pour moi, les meilleurs marchés, en fait, c'est ceux qui bougent le plus vite. L'année dernière, on a eu plutôt les marchés anglo-saxons qui ont bougé très vite. En fait, il y a deux raisons à cela. Probablement plus, mais en tout cas, j'en vois deux principales. C'est variable. Alors voilà, c'est qu'en fait, on se finance à taux variable. On va à Dublin, on va à Londres. Est-ce que tu peux rappeler très rapidement la différence entre les taux fixes et les taux variables? Je pense que... Voilà. Ouais, alors d'accord. En fait, quand on est investisseur institutionnel, pas privé, donc on oublie en fait notre expérience personnelle pour acheter une maison, on va à l'étranger, on est un fonds un peu spéculatif, un peu opportuniste, et donc du coup, on met de la dette à gogo dans le fonds, on va chercher de la dette dans le pays où on investit, parce qu'évidemment, c'est pas de la dette française qu'on utilise pour acheter en Angleterre, on va en Angleterre avec de la dette anglaise. Et les banques anglaises, en fait, elles sont plus enclines à te prêter à taux variable. Après, tu mets tes instruments de couverture si tu le veux, mais globalement, on est à taux variable. Or, quand les taux sont bas, c'est génial, parce que j'ai un coût de financement qui est quasi nul, donc j'ai des TRI en fait quasi infinis sur mon equity. Mais quand les taux remontent, c'est l'effet inverse. Et donc on peut se retrouver avec des investisseurs en fait qui ont la fourche aux fesses, on ne va pas se mentir, et qui ont l'obligation de vendre parce que derrière le banquier pousse. Quand on est à taux variable, c'est immédiat. Quand on est à taux fixe, en fait, qu'est-ce qui vous impose finalement de revendre votre actif demain ? Si la dette arrive à échéance, là vous avez la banque qui vient vous voir. Et donc du coup, c'est plus lent, le mécanisme de baisse des prix est plus lent se met en place dans les pays où on se finance à taux fixe, par exemple en France, mais aussi en Allemagne. Il y a une deuxième chose, c'est qu'en France et en Allemagne, les fonds ouverts, mais aussi un certain nombre de fonds, valorisent en fait plutôt une fois par an. Les fonds ouverts allemands valorisent une fois par an. Les SCPI valorisent une fois par an. C'est-à-dire qu'il faut attendre le 31 décembre de l'année pour que l'expert immobilier prenne en compte les valorisations, qui elles-mêmes sont le fruit de transactions qui ont été menées 5 mois avant. Donc en fait, on a 8 mois minimum de décalage. Et résultat, ces pays-là en fait ont du mal à transmettre les évolutions de prix. Et maintenant, ça y est, les évolutions de prix sont là, les baisses sont actées. Pour moi, ça va être l'année de la France et de l'Allemagne. Ok. On en fera peut-être, mais en tout cas, j'ai l'impression. J'espère que ce sera l'année de l'Allemagne. C'est déjà ma conviction. Non, mais vraiment, parce que je pensais déjà qu'à la rentrée, on en verra un peu plus. Donc, nous, on a acheté notre premier deal en Allemagne en début d'année. Ouais, ça met du temps à arriver. Voilà. Et c'est pour ça, les Allemands ont de mal à... ont été figés pendant 2 ans avec la crise de l'énergie, où ils s'inquiétaient beaucoup pour leur pays, ils se demandaient ce qu'il allait se passer. Ils ont mis du temps à accepter la baisse de valeur. Là, on commence à avoir des opportunités, mais c'est compliqué. Mais je suis d'accord que ça devrait être l'année de l'Allemagne. Moi, c'est ma conviction aussi, quand on a fait les revues stratégiques en se disant où on va acheter cette année. Je pense que l'Allemagne, ça va être mais en fait, le marché... à voir. Rapidement, juste en 2 mots, on m'avait pas mal parlé des Pays-Bas. Personne n'en a parlé là. C'était pas... Si, nous, bien sûr, nous, on a fait l'essentiel de nos acquisitions aux Pays-Bas. C'est un marché, alors ça s'appelle les Pays-Bas, mais c'est un marché de décence anglo-saxonne, dans le sens où c'est un marché qui monte très vite et qui baisse très vite, comme le fait le Royaume-Uni, l'Irlande, et donc il y avait des opportunités à saisir aux Pays-Bas. Nous, encore une fois, sur des petits actifs, c'est ce qu'on a regardé, avec des bons locataires, il y a une économie qui est solide aux Pays-Bas, donc non, c'est un pays intéressant. Mais encore une fois, je suis pas sûr que ça dure très longtemps. Aujourd'hui, c'est pas là où on va regarder en priorité, il y a encore des choses à faire sûrement. Et puis après, il y a l'Espagne, où effectivement, l'Espagne s'est bien tenue, que ce soit au niveau économique, c'est une des meilleures performances économiques de l'Europe, l'Espagne en ce moment. Mais sur le marché immobilier, nous, on a trouvé quelques opportunités à des taux intéressants. Mais c'est la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer en Espagne. Je pense on parle beaucoup des pays, là, il faut aussi regarder les locataires.
Il y a des articles qui fleurissent, là, il y a des taux records de faillite en Europe. Nous, c'est structurant. On est sorti de 3 deals l'année dernière, après du deal, parce qu'en analysant les locataires. Fiabilité de locataires. Ouais. Et franchement, surtout sur une jeune SCPI, on est des jeunes SCPI, donc de taille petite à moyenne, l'impact d'une défaillance d'un locataire, c'est énorme. Donc il faut être vigilant sur le sujet, je pense. Ok, je vous propose qu'on avance et j'avais une question pour vous. Donc, vous êtes quand même, je pense que tout le monde l'aura compris, des SCPI plutôt récentes. Iroko fait figure de doyenne, mais finalement encore dans sa première jeunesse. Je voulais qu'on reparle un tout petit peu de finalement pourquoi les SCPI récentes surperforment en ce moment. Pierre-Antoine, peut-être c'est toi qui as le plus d'expérience. Alors, tu as traversé un petit peu ça, mais néanmoins, qu'est-ce qui d'après toi fait que les SCPI jeunes tirent la on a déjà donné quand même pas mal d'éléments Le d'explication. contexte, Le contexte effectivement actuel est plus que jamais vrai, c'est-à-dire que généralement on parlait de la SCPI comme un tout, on parlait du marché de la SCPI et aujourd'hui il y a une notion un peu nouvelle qui apparaît, c'est la notion de millésime. Suivant l'âge de constitution de la SCPI et du moment où elle déploie, en fait ça change tout. Et quand vous êtes comme nous trois, des SCPI qui n'embarquent pas de stock d'immobilier acheté, alors je ne critique pas, hein, c'est juste acheter cher entre guillemets dans un contexte de taux bas, c'est mécanique. Vous partez effectivement avec une longueur d'avance et donc c'est de la chance un peu. Le market timing fait partie des facteurs déterminants effectivement dans nos performances. Moi, je revendique qu'on n'a pas choisi la date à laquelle on a lancé notre SCPI. Après, en revanche, ce qui est intéressant dans ta remarque, au début, il y a la chance. Il y a beaucoup de talent et il y a un peu de chance. Non, mais blague à part, ce qui est intéressant par rapport à ta remarque, c'est que on voit nos confrères historiques, les plus institutionnels, lancer aujourd'hui coup sur coup des nouveaux véhicules. C'est pas anodin, c'est effectivement on part d'une page blanche, un peu comme nos amis assureurs qui lancent parfois des fonds sécurité en euros. Il y a une bonne raison à ça, c'est que effectivement c'est en fait. Exactement, c'est des balles neuves. Ou alors quand je dis lancer des fonds sécurité en euros, c'est aussi faire des offres avec des taux boostés sur les fonds euros. C'est pas anodin, c'est effectivement pour se charger massivement en obligations. Une fois qu'on a dit ça. Donc le stock joue énormément. Ensuite, on a avec Remake Live, on a aussi une structure de frais qui est assez différenciante et qui fait que, alors nous on a pricé cette contribution à la performance, si je peux dire ça comme ça, pour 2023 de l'absence de frais de souscription. Donc ça joue hein, évidemment dans la performance de nos véhicules. Tu l'as pricé du coup d'après toi, ça change le combien ? En fait, l'absence de frais de souscription, c'est mécanique, ça nous permet de mettre plus d'argent au travail. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Là, on pense tout de suite à l'esprit investisseur. Ah oui, donc j'ai pas de frais de souscription, donc c'est mon prix de retrait. Oui, mais c'est pas la seule conséquence. Il y a une autre conséquence à ça, c'est que le gérant peut mettre plus d'argent au travail. Et sur ce qu'on a collecté en 2023, on a pu investir 17 millions d'euros de plus et ça contribue très exactement à 0,32% de performance sur 2023. Donc si on n'avait pas eu, si on avait eu des frais de souscription... Malgré les frais de gestion plus élevés ou pas ? Alors justement parce que Ouais, ISO. Donc si on n'aurait pas fait 7,12, on aurait fait du 6,80 pour la faire courte. Et les frais de gestion plus élevés, effectivement, alors étant entendu qu'on est bien sur la base des loyers, et donc c'est pas du tout les mêmes effets. Hein. Rapporté à l'actif, je pense que c'est important de le signaler, mais grosso modo c'est 1,1, 1,2 dans certains cas de l'actif. Tu parles de l'AUM, c'est ça ? De l'AUM, oui, parce que quand on prend un OPCVM, quelle qu'elle soit, on paye en fait des frais sur l'encours, jamais sur les loyers de l'OPCVM, ça n'a aucun sens. Bon, il se trouve que la loi nous oblige à le faire sur les loyers, dont acte. Donc on dit 15%, 18% TTC, 12%, que sais-je. Waouh, c'est beaucoup, c'est sur les loyers. Et rapporté à l'AUM, ça fait 1,1, 1,2. Ce qui est en fait assez bas en fin de compte par rapport à des fonds gérés, surtout quand même quand on sait que la gestion de fonds immobiliers, c'est autre chose que être derrière son écran acheter des actions. Ça peut surprendre, mais j'invite les auditeurs à regarder. Ça peut surprendre, mais par exemple, si on compare aux UC immobilières, aux SC, les SCPI sont moins chargés. Tout le monde va vous dire le contraire sur le marché, mais faites l'analyse. Les SC sont chargés à hauteur de 30 à 40% de moins qu'une IC immobilière. C'est vrai qu'il y a ce fait de dire... Attends, tu veux dire les SCPI sont chargés. Les SCPI, exactement. Sont moins chargés. Et c'est vrai que le fait de... Cette règle qui est très bizarre de devoir exprimer nos frais de gestion sur les loyers fait qu'on a l'impression qu'on a des frais de gestion gigantesques. Voilà. Mais ça aligne quand même un peu les intérêts. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, s'ils sont vraiment nuls, bien sûr. Mais en benchmark, c'est compliqué. Voilà. Pour donner un peu une idée, nous on prélève 12% hors taxe sur les loyers.
sur notre performance cible, c'est-à-dire 5,50, ça fait à peu près du 0,80 annuel sur l'AUM. Donc je rejoins sur l'encours, pardon. Donc je rejoins complètement ce que dit Yann. C'est anecdotique par rapport à certaines unités de compte, enfin, certains fonds en valeur mobilière qui effectivement qui sont beaucoup plus chargés, à hauteur de 2-3% pour certains. Et même des fonds obligataires, en fait, c'est très compliqué. Alors que la gestion immobilière demande très intensive en capital humain. C'est pour gérer des immeubles, il faut des hommes et des femmes. Et pour gérer un fonds obligataire ou un fonds action, il faut un homme ou une femme derrière son ou un ordinateur. Voilà, c'est ça. Peut-être un peu plus. C'est ça. Mais... Ou un tracker, non, c'est pas ça. Non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'il faut, un robot trading. recadrer ce mythe en disant toujours les véhicules immobiliers sont des véhicules chargés. C'est pas si vrai que ça. Et si je puis me permettre par rapport à la performance de nos SCPI, je pense que je peux parler en notre nom. Tu en as parlé un petit peu, Yann. Si on rapporte aussi notre succès au rendement, il faut aussi pas uniquement parler de rendement immobilier. C'est que on fait partie de ces rares SCPI aujourd'hui à offrir des rendements qui rémunèrent bien le risque que l'on prend en se positionnant sur notre placement. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu es un institutionnel ou un particulier que tu achètes du compte à terme, tu peux aller chercher du 3, 4, 5%. Enfin, 5, c'est fini, mais 3, 4%. Et quand tu es une SCPI comme les nôtres qui donne entre 7 et 8% de rendement, tu rémunères bien le risque que tu prends en achetant de la SCPI. Et c'est ce qui fait notre succès, parce qu'effectivement, un des moteurs essentiels de notre performance, c'est la collecte. Et tant qu'elle est là, parce qu'on rémunère bien le risque, et on continuera à aller capter des opportunités et donc pouvoir servir une performance long terme pour les investisseurs. Hyper clair. Je sais que effectivement, c'est ce qu'on s'est dit, qu'il y a pas mal de gens qui vous reprochent du coup ces frais de gestion. Vous avez pas mal adressé le point. Quand on y pense, ce que vous en dites me paraît assez clair. Entre peut-être 0,8 et 1,2% de l'encours, ça paraît, moi je trouve finalement assez peu par rapport à la charge de travail. En revanche, Yann, toi vous avez pris Arkea RIM la décision de finalement créer un nouveau produit, une nouvelle SCPI, en gardant un modèle plus traditionnel sur les frais de souscription. On a vu finalement que ça pouvait avoir un impact fort sur la performance. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce choix ? Alors déjà, ça a été une grosse réflexion en interne, et c'est toujours en réflexion pour les prochains produits, savoir est-ce qu'il faut se rendre compte que pour la société de gestion, ça ne change rien. Voilà, le modèle de rentabilité pour la société de gestion, grosso modo, ça ne change rien. Pour le porteur de part, le sans frais va être plus intéressant sur les 10 premières années, on va dire, et pas sans frais d'ailleurs, sans commission de souscription, parce que c'est ça aussi. Et effectivement, il y a des raccourcis qui sont faits, voilà, raison de le signaler. C'est des véhicules qui sont chargés, et c'est normal compte tenu de la complexité de gestion et de la charge de gestion. Et voilà, sur les 10 années suivantes, ça va s'inverser, ou là ça va devenir plus intéressant. Donc, c'était pas ça, pour moi c'était vraiment, et je réfléchis toujours sur le sujet, c'est vraiment sur, je voudrais pas que le fait de pas avoir de commission de souscription, ça me pose un sujet en tant que gérant en fait. Je trouve que c'est passer ce délai de 5 ans, 8 ans, on a vu récemment des gens qui ont mis 8 ans parce qu'il y a des pénalités de sortie ces premières années, les gens peuvent sortir comme ils veulent. Et je ne voudrais pas que ça donne l'illusion aux porteurs de part que l'immobilier c'est un véhicule liquide. L'immobilier c'est les véhicules immobiliers sont des véhicules. Je pense que les CPI un peu plus anciennes sont en train de le. On s'en rend compte, et donc il y a un prix à cette, il y a un prix à cette illiquidité, et donc c'est plus autour de ça qu'on a pris cette décision-là. Mais encore une fois, les deux modèles, moi je trouve ça très intéressant qu'il y ait ce modèle-là. On a énormément hésité. Encore une fois, je pense pas que ça change quoi que ce soit sur la perf à long terme. Il y a effectivement cet avantage sur le court terme de pouvoir investir plus, et voilà. Mais on voit qu'avec des frais, on a réussi à faire la meilleure performance du marché. Donc effectivement, si on n'avait pas pris de frais, on aurait déployé un peu plus de capital, on aurait dépassé les 8-16. Donc ok, mais franchement, je pense que c'est plus une stratégie de commercialisation, une stratégie marketing, et de se dire qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme discours. Alors, je veux bien rebondir, parce qu'en fait, je souscris à ce que tu dis, mais pas surtout. C'est que, en fait, on a créé les SCPI il y a 60 ans en singeant ce qui existait à l'époque, c'est-à-dire l'immobilier. L'immobilier, généralement, on paye des droits d'enregistrement, on paye l'agent IMO, donc c'est normal de payer des frais quand on fait de l'immobilier. Et puis, ça s'est reproduit, ainsi de suite, de telle sorte que la SCPI, en fait, a été associée finalement
au Périsol, au Cellier, au Pinel. Moi, je fais une SCPI, je fais un Pinel, et puis ça s'est vendu comme ça. Et puis c'était normal d'avoir 10% de frais d'entrée, parce que quand tu prends un Pinel, c'est à peu près 10%. Donc voilà. Et on a avancé comme ça. Et du coup, la SCPI, qui est un produit d'épargne, mais d'épargne en fait, c'est venu s'associer finalement à un produit d'investissement immobilier. Nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, je pense, c'est sortir en fait la SCPI de ce ghetto, en disant non, ce n'est pas un investissement immobilier physique, c'est un produit d'épargne, mais complètement alternatif à votre fonds en euros, votre placement obligataire, votre fonds action, évidemment avec ses risques et ses contraintes, mais c'est juste un produit d'allocation, quoi. Vous faites un peu d'immobilier. Or, est-ce que vous connaissez un seul produit d'épargne qui prenne 10% pour voir? Alors, vous commencez par payer 10%, t'inquiète, ça va bien se passer, on se reverra dans 5 ans, le CGP, il se sera fait acheter par un autre CGP, il aura disparu, voilà. Non, ça n'existe pas. Et donc ce truc-là, il fallait vraiment arrêter. Nous, on considère que c'est un modèle ancien, aujourd'hui, qui, à mon avis, limite la souscription des plus jeunes. Enfin, je pense que, moi, je fais une expérience personnelle autour de moi, tiens, ça te dirait de payer 10% pour rentrer dans un produit. Alors déjà, une SCPI, c'est quoi? Ah, 10%, ça va pas, non, mais jamais de la vie. Donc non. Donc je pense que c'est un frein, en fait, à la collecte. Je crois que Louvain-Vest, qui a pas mal de jeunes dans ses clients, en fait, le démontre, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui investissent dans ces produits-là. Donc ça, c'est bien. C'est un frein qui a été levé. Le deuxième, c'est qu'on parlait de la perte tout à l'heure en disant que ça ne change rien au taux de distribution à la fin. C'est vrai. Franchement, avec cacahuète près, c'est vrai. 0,32, c'est pas si mal. Oui, alors c'est vrai. Moi, bravo, parce que j'ai pas fait le calcul, mais je vais demander à Mathieu de le faire, t'inquiète pas. En revanche, on n'a pas parlé de la valo, parce que quand j'achète une SCPI à 100 € et qui vaut 90 le lendemain, tu le disais tout à l'heure, au bout de 10 ans, j'ai gommé en fait mes frais de souscription. C'est-à-dire que c'est pas très grave d'avoir acheté 100 qui vaut 90. En revanche, nous, on achète la SCPI 100. Alors, si tant est qu'on ne sorte pas avant le délai de 5 ans ou 8 ans, comme tu l'exprimais, ou 3 ans, ma valeur, elle vaut 100. Enfin, toutes choses égales par ailleurs, évidemment, il ne faut pas que le prix bouge. Donc, en termes de TRI, je ne parle pas de taux de distribution, en TRI, une SCPI sans frais d'entrée, et nous, on fait des calculs qui vont plus loin, on considère qu'il faut attendre 22 ans pour que les frais récurrents pèsent plus lourd que les frais de souscription d'une SCPI classique. Donc en fait, c'est la durée moyenne de détention. Donc, voilà. Donc après, on est d'accord, avec les calculs, on peut faire dire tout et n'importe quoi. Ce qu'on veut dire, c'est que, en tout cas, les premières années, on a un effet théorique qui est indéniable. Ça, c'est pas vrai. Et dernière chose, et je m'arrêterai là, c'est que sur la liquidité, c'est vrai qu'il y a eu un débat en disant oui, mais si vous n'avez pas de frais d'entrée, vous allez voir, vous allez avoir des problèmes de liquidité. Ok, elles sont où les SCPI qui ne fonctionnent pas bien? Vous faites un essai, c'est toutes les SCPI qui ont des rendements à faire à 5%. Basta, cosy. Donc, qu'a fait le client en fait? Il voit son rendement baisser, il ne sort pas parce qu'il est prudent, ou alors il sort et puis du coup il est coincé. Il se dit bon, je vais faire le gros dos et je vais attendre. Mais en face, qui va rentrer dans un produit à moins de 5% alors qu'il a se font booster à 5% chez le Generali ou que sais-je? Personne. Du coup, il n'y a pas de nouvel entrant à 5%. C'est pas qu'il y a beaucoup de sortants, c'est qu'il n'y a plus de nouvel entrant. Est-ce que c'est lié à un sujet de frais d'entrée ou pas de frais d'entrée? Je ne crois pas. C'est pas un sujet d'excès de sortants, c'est un manque d'entrants. Donc ce qu'il faut pour une SCPI et pour un produit immobilier, pour sa liquidité, c'est attirer. Et donc c'est la perf absolue. Je pense que ça, je pense que c'est collectif, c'est qu'on va chercher la perf absolue, quoi. Et il faut qu'on soit toujours mieux rémunéré que le placement alternatif. Avoir une prime de risque. Et pas oublier qu'on a un produit d'épargne comme un autre en fait. Et là, je rejoins Nicolas, c'est que on fait partie d'une allocation d'actifs en fait. Et que donc, notre perf, elle doit se comparer aux autres perfs. Et donc la prime de risque dont tu parlais tout à l'heure, elle doit rémunérer le risque qu'il y a sur une SCPI. Donc cette perf, elle est cruciale en fait. Super. Je pense qu'on a pas mal fait le tour sur la question des frais. J'avais juste une petite question pour vous. Est-ce que vous voulez expliquer très rapidement comment le délai de jouissance impacte la performance sur une SCPI jeune? C'est un mécanisme qui n'est pas très simple. En tout cas, je pense que peut-être pas mal de nos auditeurs n'ont pas en tête. Si l'un d'entre vous veut se lancer sur l'explication, je pense que ça pourrait être assez intéressant. Et surtout, évidemment, ma question derrière, c'est finalement, est-ce qu'on est capable de le maintenir dans le temps? Alors finalement, Iroko et Remake, vous montrez que vous arrivez à maintenir une très belle performance, voire à l'augmenter. Mais on pouvait et on peut entendre parfois dire oui, mais c'est la première année, ça va se tasser. Ouais, personne personne ne cache ce phénomène. Personne ne le fait. Ce qui est sûr, c'est que plus le fonds grossit, plus la collecte rapportait la capitalisation. Et donc, on va appeler ça une espèce d'effet de levier du délai de jouissance. On va appeler ça comme ça, on va le définir en fait. Et il diminue. Donc évidemment, plus une SCPI vieillit, excuse-moi, plus évidemment l'impact du délai de jouissance est techniquement important. Bon, en tout cas, un gérant, ce qu'il va faire, c'est investir le plus vite possible et dans les meilleures conditions sa collecte pour éviter que la jouissance départ entre en marche
elles viennent diluer la performance des associés précédents. Donc tout le jeu, effectivement, d'un bon gérant de fonds et de bons investisseurs, c'est d'acheter très vite, le plus vite possible. Quand on dit très vite, on dit souvent « mais t'achètes mal ». Non, très vite. D'ailleurs, la diversification européenne et sectorielle, c'est aussi un élément en notre faveur pour aller vite et bien dans notre investissement. Les règles de calcul, c'est de dire un client qui rentre dans une SCPI pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, en fait, il n'a pas le droit aux dividendes. Donc s'il rentre le 1er janvier, eh bien, il va commencer à percevoir des dividendes à partir d'avril, mai, juin, enfin, ça dépend du délai de jouissance. Et donc ça veut dire que de janvier à avril, supposément, on va prendre cet exemple-là, eh bien, tous les dividendes qui ont été générés par les immeubles qui ont été achetés avec sa collecte, bénéficier aux anciens. Bénéficier aux anciens. Et donc c'est pour ça qu'on a un effet accélérateur sur la performance lié au délai de jouissance. Donc je pense que personne n'en fait mystère en fait pour les SCPI qui se lancent. On essaye d'être le plus transparent possible sur le sujet. À la différence que là où on a de la chance, c'est à nouveau le timing, c'est qu'aujourd'hui le marché nous aide à maintenir cette performance dès lors qu'on a encore de la collecte, malgré le fait qu'effectivement il y ait de l'inertie propre à l'augmentation de la capitalisation des véhicules. D'où le 7-12 par exemple pour Iroko ou le maintien de la performance pour Remake Live. Alors l'année précédente, on l'avait calculé, l'impact du lait de jouissance dans la performance, c'était 30 centimes de taux de distribution. D'accord. Donc là, honnêtement, je ne l'ai pas recalculé. Nous, c'est pareil, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'on le met dans les bulletins pour que les gens comprennent. Parce que le but, c'est pas de cacher, se dire ce 8-16. Et effectivement, 8-16, quand on en achète à 7 de taux moyen, il y a quelque chose que les gens nous disent, mais comment vous faites ça Effectivement, c'est ce délai de jouissance, il faut l'expliquer. La vision de la perf à moyen terme de notre SCPI, c'est une perf entre 6 et 7%. Et plus on aura acheté cette année, et plus on aura acheté cette année, encore une fois, à des taux élevés, donc plus on aura eu de collecte cette année, plus on sera capable de maintenir longtemps cette performance. Et pendant combien de temps on l'observe du coup cet effet? Toi par exemple, Pierre-Antoine, est-ce que vous le voyez encore cet effet? De moins en moins. Alors après, on a quand même doublé la capitalisation en 2023, mais on a un délai un délai de jouissance qui est court, 3 mois pleins. Donc là, en faisant 500 millions d'euros de capitalisation en début d'année 2024, c'est clairement un impact qui sera moins important. Voilà, c'est ce que disait Nicolas. Quand vous êtes un véhicule qui fait 3 milliards d'euros de capitalisation 30 millions. Et qui se collecte, 30 millions, ça existe. Tu veux donner des noms? Non, je plaisante. Mais qui fait 3 milliards d'euros et qui collecte 300 millions d'euros, c'est assez anecdotique en fait. Et le délai de jouissance n'aide plus du tout. Donc on n'est pas là sur Iroko Zen, mais on tend à y arriver. D'accord. Et alors peut-être pour finir ce petit tour de table, alors tu nous as dit donc 6,54 de performance nette de fiscalité étrangère, vous avez les chiffres pour vos 6,48. 6,48. Ouais, nous il faut enlever à peu près un point aussi, donc environ 6,12. 6,20 ouais. 6,20. Ok, très bien. Donc tous les trois au-dessus de 6 en net de fiscalité étrangère. Et du coup, finalement, quid de 2024? Comment vous voyez cette année? Comment on la voit? Pleine d'espoir. Pleine d'espoir et d'opportunités. Encore une fois, la collecte se passe bien pour nous en ce début d'année, donc on est content, on va pouvoir acheter, parce que encore une fois, c'est vraiment ça la clé. L'idée, c'est de faire au moins 7 de perf cette année. On essaye en début d'année. Encore une fois, on est dans des périodes compliquées, donc c'est toujours, on ne veut pas non plus s'emballer sur ce qu'on est capable de faire. On a gardé un peu de RAN, mais pas trop. En fait, faut dire le report à nouveau, effectivement. C'est un peu des réserves, c'est l'écureuil qui met des noisettes. Effectivement. Et pour pas trop, on a gardé 49 jours, donc à peu près 500 000 euros. Pour une raison simple, encore une fois, déjà c'est parce que si on n'en avait pas gardé, on aurait fait une perf à 9 et je n'aimais pas ce que ça signifiait derrière. Mais en même temps, on n'a pas gardé tant que ça, parce que quand vous êtes jeune SCPI, votre RAN, aujourd'hui c'est 49 jours, mais le nombre de total de parts en jouissance, en fait votre RAN il va s'évaporer pendant l'année. Si on collecte beaucoup cette année, ce RAN de fin d'année, il ne vaudra plus rien. Et donc on s'est dit, gardons-en un petit peu, mais c'est pas la peine non plus d'en garder trop. Mais sur l'année, une année d'opportunité. Vraiment, on pense que c'est l'année sûrement un peu plus tendue sur certains investissements où il va falloir plus se battre. Mais il y a encore des belles opportunités à saisir, donc voilà, c'est l'année je pense, qui fera la différence. Quand on regardera dans 3-4 ans où en sont les SCPI, je pense que 2023 et 2024 auront été les années qui auront fait les différences sur les véhicules.
J'ai fait ce travail-là, alors je ne peux pas l'illustrer, je rebondis sur ce que tu dis, mais en fait, les théories 10 ans ou 20 ans des investisseurs qu'ils investissent en 90, 95, 98, 2000, 2005, et en fait, dans ce tableau-là, on met en exergue, en rouge, les performances les plus élevées, donc les millésimes finalement les meilleurs pour les investisseurs dans les SCPI, puis en bleu, en fait, les moins bons. Vous imaginez qu'avoir investi en 1992, ouais, forcément, c'est pas la meilleure perf. D'ailleurs, sur 10 ans, c'est jamais négatif. Donc, tout ça pour dire que même quand ça se passe très mal, compte tenu en fait des dividendes versés par les SCPI, on arrive à gommer quand même des baisses considérables. Et je suis d'accord avec toi, je pense que ces 2 années-là, cette année-là et la précédente, ça va faire partie en fait des meilleurs millésimes pour les investisseurs en immobilier, à condition évidemment d'entrer dans des SCPI qui se lancent pour aller prendre la pente des performances. Et donc voilà. Parce qu'en fait, ce qui va se passer devant nous, c'est que non seulement on achète à des taux de rendement initiaux plutôt pas mal, on va dans des territoires qu'on n'imaginait même pas pouvoir investir il y a 2 ans, tellement les taux étaient descendus bas. Si le scénario c'est la baisse des taux, supposons, alors c'est comme l'horizon, hein, plus il se rapproche et plus il s'éloigne. On nous dit ouais ça va baisser, puis ça ne baisse pas, quoi. Mais si ça devait baisser en fait aux États-Unis, puis ensuite en Europe à la fin de l'année, ces taux directeurs baissant, les taux courts devraient baisser, les taux longs probablement aussi, et les conditions de financement s'améliorer. Qu'est-ce que ça provoque en fait pour nous ? Ça veut dire qu'il y aura plus de gens sur le marché de l'investissement. Donc là, on va dire, on arrive à investir, mais il y a plus de concurrence autour de nous. On y arrivera quand même à le faire parce que comme on n'est pas européen, on va réussir à trouver des endroits où il y a moins de monde. Mais la deuxième chose, c'est que le patrimoine qu'on a acheté là, 2023, 2022, etc., théoriquement, il devrait se revaloriser. Ouais. Donc on devrait avoir ce moteur-là. C'est pour ça que tout l'enjeu, effectivement, pour nous, c'est de constituer le plus gros socle possible de patrimoine sur ces millésimes pour pouvoir aller chercher cette performance qui fera la performance de demain du fonds. Okay. Et puis il y a un sujet dont on n'a pas parlé qui est important aussi sur l'attrait des nouveaux véhicules, c'est que les portefeuilles qu'on constitue là, en ce moment, aujourd'hui, on a vécu la crise du Covid quand même. Et donc on n'a pas la même vision aujourd'hui, on ne construit pas le même portefeuille immobilier en 2023, 2024 que celui qu'on aurait fait il y a 5 ou 10 ans en fait, bien évidemment. Parce que les usages ont été transformés, accélérés, et donc c'est ça aussi notre chance. C'est qu'on part d'un portefeuille vierge, qu'on est capable d'avoir une vision un peu plus précise de ce que sera l'immobilier de demain. Je pense que c'est quand même structurant. On ne part pas avec de la vétusté, c'est sûr, mais en plus on part avec une vision quand même un peu modifiée finalement. De votre côté, vous voyez également comment l'année 2024 ? C'est déjà très bien résumé. Pour l'année 2024, elle commence très bien. On est sur une dynamique de collecte qui est renouvelée par rapport à 2023. Collecte entre 20 et 30 millions d'euros par mois. Je craignais une pandémie, un désamour profond pour les SCPI, visiblement c'est pas le cas. Une pandémie SCPI. Pandémie SCPI, mais visiblement c'est pas le cas, et tant mieux, parce que effectivement c'est comme toute crise, c'est quand on souffre qu'il faut y aller, donc pourvu que ça dure. Et après, je rejoins ce que disait Nicolas. Et effectivement, si les banques centrales font quelques actions positives, ça ne fera que du bien à notre véhicule. Et puis à titre personnel, je vais aller avec Pierre-Antoine, c'est qu'on est ravis de voir que des nouveaux confrères se lancent dans le SCPI sans frais d'entrée, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a défendu pendant très longtemps et qu'on a contre quelques coups. Voilà, donc on est ravis que ce modèle-là commence à prendre sa place, et voilà, notamment également en assurance. Et peut-être petite question pour finir, on parle souvent de cette fenêtre de tir que vous avez maintenant. D'après vous, cette fenêtre de tir, c'est 6 mois, 12 mois, 18 mois ? C'est hyper difficile à dire, mais 12-18 mois, je dirais. 12-18 mois. Ouais, personne ne sait vraiment, mais toi tu tablerais sur 12-18 mois. Aussi longtemps que les taux courts, enfin je pense que aussi longtemps que les taux courts commenceront à vraiment baisser. Enfin là aujourd'hui on est sur des taux à 4% sur le très court. Dès qu'on va arriver sur les 2%, il va commencer à y avoir de la dette et donc du coup de la concurrence, et là on va être un peu plus gêné. Mais encore une fois, on n'est pas un Européen diversifié. Enfin, franchement, même en 2022, on n'a pas eu de problème pour investir, on n'a pas eu non plus. Voilà, parce qu'on était assez agile. Donc, mais oui, la fenêtre peut-être que c'est 18 mois. Je dirais 18 mois. Ouais. Très belle fenêtre de 18 mois. Ok, un petit consensus autour de 12-18. Écoutez, merci à tous les trois d'être venus avec moi aujourd'hui pour discuter de vos superbes SCPI. Merci. Et puis je vous souhaite une excellente journée, une très bonne collecte sur 2024. Merci Clément. Merci Clément.